Eh bien, bonjour, bonjour à tous, merci d'être là et merci aux organisateurs. Alors, comme vous le voyez en titre, des inédits de Méliès, ça vous pose tout de suite une question. A-t-on retrouvé des rouleaux de celluloïd par Jacques Maltais ou sa sœur ou l'équipe à Bromberg? Non, si vous lisez le petit programme, on vous parle de films de papier. Et là, vous vous dites, on a retrouvé des paper-prints à la Cinémathèque française ou ailleurs. Et Laurent Manoni va vous dire, bah non, dans les fonds, il n'y a pas de paper-print comme à Washington. Et du coup, en fait, plus simplement, on a retrouvé des cinématographes de poche d'un certain Léon Beaulieu, qui n'a rien à voir avec les caméras Beaulieu, et qui doit être très étonné de là-haut de voir son nom apparaître dans une espèce de panthéon du cinéma français, ou du moins un haut lieu du cinéma. Du coup, voilà à quoi ça ressemble. Bah, vous en avez un dans ma main. C'est un petit livret, simplement. Alors, j'en ai quatre exemplaires ici. Voilà, c'est pas très grand. Ça fait 4 cm sur 2,5 à peu près. Et il y a un ensemble de petites images. Alors, du coup, ces flipbooks vont mettre en exergue un certain nombre d'images de Méliès et autres. Et alors, bien sûr, ce ne sera pas un Méliès, vous verrez pas un Méliès dans son art magique. C'est un Méliès primitif que vous allez voir là, un Méliès à la manière des Frères Lumière, dans son répertoire le plus primitif. Et puis aussi un Méliès un petit peu atypique qui n'a rien à voir avec la filmographie des Lumières. Et vous verrez pourquoi je dis ça. Alors, comme vous l'a dit Laurent, un petit placement de produit. Le fameux bouquin qui est sorti en novembre-décembre 2020 et en plein Covid, etc. Donc, si vous voulez prendre une photo, n'hésitez pas. Voilà. Le flipbook qui devait être vous présenté par Pascal Fouché. Donc je vais vous en dire quelques mots. C'est un petit produit un petit peu atypique. Il s'inscrit comme les jouets optiques en suffixe trope ou scope que vous connaissez tous, hein, les phénakitiscopes, je ne sais pas si je l'ai bien dit, le viviscope, le corotoscope, les tomatropes, les zootropes, enfin tous ces objets pré-cinématographiques qui ont mis en exergue des images animées. Et le folioscope, puisque c'est le nom qu'on lui a donné par un Français, un marchand de jouets, s'inscrit aussi dans cette lignée. Si ce n'est que le folioscope ou flipbook, il est véritablement singulier parce que c'est le seul à s'être approprié dès 1896-97 des images chronophotographiques, cinématographiques, ou du moins des images photographiques. Et puis il est singulier aussi, je trouve, parce que c'est le seul qui a traversé les époques, puisqu'en fait il est largement produit par des Japonais, des Anglais, enfin à travers le monde, vous avez encore une large production de flipbook. Donc, pour commencer, en fait, le point de départ, ça a été un Anglais, donc en fait Linnet, qui en 1868 a inventé ce petit produit qui était donc une espèce de jouet optique. En France, c'est Vatilio qui en a fait un petit jouet qui l'a baptisé folioscope. Le nom est resté maintenant en France comme étant le terme générique pour désigner ce type de produit. Et alors bien sûr, à l'époque, il ne s'agissait pas, puisqu'il était pré-cinématographique, il s'agissait de dessin. La presse s'en fait l'écho, hein, la nature, qui présente un petit peu l'objet et qui montre comment le feuilleter. Quand on arrive avec l'avènement du cinéma, bien le flipbook va commencer à apparaître et va se démocratiser sous la forme. Alors d'abord les Américains, Kessler qui va inventer en 96 une grosse machine. Alors on est sur un flipbook un petit peu. Alors j'ai emprunté les images à la Cinémathèque française, hein, Laurent Manoni le verra. Donc on a un flipbook un petit peu amélioré. Alors c'est pas un book, c'est un rouleau avec 800 photogrammes qui présente une série de photographies. Et le lien avec le cinématographe, il réside dans le nom de la société, c'est-à-dire Biographe. Donc on retrouve dans la société du mutoscope, avec des images de mutoscope, certainement des films empruntés à la Biographe. Et probablement, si on allait plus
plus dans la recherche à partir de ces rouleaux, on trouverait très certainement des images un petit peu plus atypiques et qui ne correspondent qu'à la production des mutoscopes. Et pour l'instant, je pense que tout est à faire là-dedans parce qu'il n'y a pas eu d'inventaire particulier sur toutes ces images chronophotographiques sous forme papier. Voilà. Ensuite, les Lumières, qui sont toujours très attentifs à ce qui s'était produit dès les années 96 en matière de chronophotographie, en fait, ils ont en toute limpidité, ils se sont réapproprié le système Kessler, ils l'ont rebaptisé Kinora, ils en ont fait un système, une production, alors un objet qui voit le jour en fait en 1900, donc 4 ans après, et qui sera un objet usuel qui rentrera dans tous les foyers. Et là, pareil, même remarque, une étude plus approfondie des rouleaux qui persistent à droite à gauche permettrait peut-être de découvrir des films inédits, des films inconnus, ou peut-être des choses plus paradoxal. Alors bien sûr, il y a eu différentes notices, et le lien entre le Kinora Kessler-Lumière avec la cinématographie, il est donné par ce petit entrefilet où on fait nettement référence aux images de la collection LG, Léon Gaumont et Lumière. Chez les Anglais, on a aussi Henry Short, qui est un bonhomme qui a travaillé avec Robert William Paul, qui a inventé de son côté une espèce de cinématographe anglais, le théâtroscope, et qui lui aussi s'adonne au filoscope, c'est comme ça qu'il le nomme, donc des flipbooks, d'abord des flipbooks que l'on feuillette avec le pouce, une première version, puis ensuite il va améliorer son système en produisant donc à partir de mi-97 un petit feuilleteur mécanique qui permet à chacun de feuilleter les images. Les images sont empruntées bien sûr au répertoire de Robert William Paul presque exclusivement. On ne connaît qu'un film qui est emprunté de Dixon. Voilà, donc ça se présente toujours de la même manière, c'est-à-dire un sujet avec le titre, avec une petite note explicative au départ pour feuilleter le dispositif, et ensuite les petites images. Ensuite, d'autres grands noms de la cinématographie se sont adonnés à cet univers, les Skladanowsky, qui ont, à mon sens, beaucoup plus gagné leur vie en produisant des flipbooks qu'en mettant sur le marché des images cinématographiques avec une usine à gaz à double bande qui marchait en fait assez mal. Voilà, donc beaucoup de flipbooks chez Skladanowsky, à peu près une bonne trentaine, une petite quarantaine de titres. Pas d'inventaire, pas de catalogue, on a à peu près jamais rien sur dans cette histoire de flipbook, on n'a pas de nomenclature. Edison, de son côté, s'est adonné au truc aussi, donc quelques images. Alors, le paradoxe, on avait un flipbook avec un combat de boxe, mais sous forme de dessin. Paradoxe total, puisque Edison filmait largement des combats de boxe, il y en a à tire-larigot dans sa filmographie. Et puis, en fait, la découverte il y a quelque temps d'un flipbook assez usagé permettait de remettre en fait les images cinématographique du fameux dessin qui avait été transcrit par Edison. Donc il y avait bien en fait à l'origine un film d'Edison sur un combat de boxe. Lequel, j'en sais rien, je n'ai pas fait de recherche là-dessus. Gaumont, de son côté en France, a été édité par un petit imprimeur local, Preset. Et on retrouve donc 3 films de Gaumont. Gaumont qui a tenu à ce que son copyright soit mis sur les flipbooks. Pourquoi ? Droit de regard, on n'en sait rien. En tout cas, c'est cette démarche. Et simplement 3 flipbooks. Vatilio, qui avait fabriqué son folioscope sous forme de dessin, passe, et c'est sur le site de la Cinémathèque, un contrat avec Domeni, et pour produire en fait des folioscopes avec des images, là aussi, au moins chronophotographiques, si ce n'est cinématographiques. Et puis un article paru dans La Nature à propos du Kinora fait référence à un jouet optique plus ancien et avec le nom de Domeni qui apparaît, et non plus celui de Vatilio. Puis ensuite, d'autres objets, des objets promotionnels, le cinématographe du bon marché. Donc on est sur des petits flipbooks avec 24 photogrammes simplement et des images qui sont empruntées à Gaumont et à Domeni. Mais à chaque fois, on n'a aucun copyright dans ce cas-là. Et puis ensuite, des objets
sans doute publicitaire, La Biche au bois, un flipbook qui emprunte les 9 images reproduites dans la nature, qui sont multipliées, répétées pour en faire un flipbook de 72 photogrammes, qui était peut-être en fait un objet publicitaire diffusé au moment du spectacle. Il existe aussi des flipbooks, dont un qui figure à la Cinémathèque, d'un flipbook plus conséquent, avec 80 et quelques photogrammes, flipbook que l'on retrouve aussi chez un autre fabricant espagnol. Et puis ensuite, parmi les images qu'on n'arrive pas à identifier, et puis pour lequel en fait personne s'est penché sur la question, en France, un petit producteur dont on ne connaît rien qui utilise des images chronophotographiques, cinématographiques, notamment en fait à l'occasion de la venue des fêtes du Tsar en octobre 96. Et en Allemagne, beaucoup de flipbooks aussi avec le kinétographe dans la poche du gilet, avec sans doute des appareils qui essaient d'investir le marché français, puisque en 4e de couverture, on a le cinématographe de poche, puisqu'en fait, à l'époque, ça s'appelait comme ça. Donc, on a bien une référence à la cinématographie, puisque ça s'appelle cinématographe de poche. Et puis ensuite, d'autres choses. Alors, on est toujours sur des sujets un petit peu scabreux. Vous voyez, il y a toujours le bain de quelqu'un, en général, le déshabillé de trucs, et puis un tomatographe aussi en Allemagne, et puis d'autres flipbooks où... alors, je ne sais pas si j'ai la flèche, oui, peut-être ici. Alors, d'autres flipbooks allemands, et vous voyez un petit peu les titres francisés qui sont moyennement bien traduits, hein, le peinteur et son modèle. Un Français qui devait traîner dans la maison d'édition, à qui on demande, mais c'est quoi cette espèce de danse avec une ombrelle, avec un parapluie? Le gars doit répondre, c'est une danse en tout cas, et du coup, ça devient le titre français, la danse en tout cas. Voilà, donc on a des choses un petit peu bizarres, et puis surtout ici de la récupération d'images, c'est-à-dire ici et là vous avez de l'Edison. Au-dessus, on n'en sait rien. Et puis aux États-Unis, vous avez les miniatures kinétoscopes, forcément, puisque là-bas on fabrique des kinétoscopes, donc du coup on va fabriquer des. Donc Dan Strabel a produit un petit article disponible sur Internet sur l'histoire de ce fameux Kingsland dont en fait on ne connaît rien. Et puis ensuite, aux États-Unis, il y a d'autres maisons de production qui vont utiliser des images cinématographiques d'Edison ou d'autres, un petit peu. Donc vous voyez ces différents éditeurs. Et le fameux Kingsland qui semble se dissocier de son éditeur des débuts et qui fait cavalier seul en produisant en fait ces petites histoires sans mots sous forme d'images cinématographiques. Et puis de nombreuses copies, des copies de Kingsland, d'Edison et même des retranscriptions du baiser d'Edison sous forme de dessin. En Australie, on a aussi une petite production avec des courses hippiques et puis des boxeurs chez les Anglais avec un théâtrographe. Et en Espagne, on a une production d'un Catalan, le cinématographe dans la main, Benjamin Miralles, qui lui va utiliser également des images Gaumont-Méliès, des images de sa propre production qui sont donc des images identiques à Preset, et qui va éditer à peu près une petite vingtaine de flipbook. Voilà, ça c'est le panorama un petit peu mondial. C'est pour vous dire que partout dans le monde, on a récupéré des images cinématographiques pour en faire des petits livrets qui se vendent sur les boulevards. Notre histoire pour Beaulieu, comment s'est passée cette petite histoire? D'abord, ça a été une information sur YouTube qui a transité vers le Variety, la flèche a glissé, c'est pas grave. Et puis l'information transite via des associations, également chez Jacques Maltête, chez les amis de Georges Méliès, etc., pour savoir en fait à qui pouvait correspondre cette fameuse image. Donc voilà, en fait, un flipbook était diffusé, donc une information diffusée sur YouTube, où en fait des images d'un flipbook assez mal monté. Donc une information, une espèce de recherche, un appel à contribution pour trouver la source de ces images avait été lancé donc à l'époque en 2013. Le temps journalistique étant très rapide, en espace de moins de 10 jours, il fallait déjà avoir une réponse. Et puis bien sûr, donc les descendants de Méliès, ce sont les cousins de Jacques, disaient que c'était une tâche qui était quasiment impossible. Serge Brunberg, qui avait 1% de chance.
ce en quoi il avait raison. Aubrac disait que, bon, entre Méliès et Lumière, on ne savait pas trop. En fait, il n'y avait pas que. Et puis, en raison de la mauvaise qualité d'image, etc., etc. Bref, moi, j'étais sûr, en voyant le petit flipbook, de pouvoir au moins identifier la gare, si ce n'est l'auteur des images. Ce qu'on sait, c'est que 9 autres réalisateurs avaient tourné avant 1900 des images dans 18 gares différentes. On pouvait éliminer déjà tout ce que l'on connaissait, dont on possède des images, ou du moins des images dans des revues. Donc il restait quelques auteurs cinématographiques. Ce que l'on savait en allant rechercher une source plus fiable auprès en fait de Pascal Fouché, qui est un grand collectionneur de flipbooks, on avait donc un titre, un fabricant, un format d'image et un flipbook bien monté de 121 photogrammes. Lorsqu'on regarde un petit peu ces images, on constate qu'on a grosso modo quelques indices concernant la physionomie de la gare, puis surtout on a une locomotive avec des inscriptions dessus et des wagons un petit peu particuliers. Et bien du coup, ça c'était suffisant pour nous dire que c'était la compagnie des chemins de fer de l'Est sur lequel le train circulait, sur la ligne de Vincennes, qui démarre de Paris-Bastille, qui passe sur le viaduc des Arts et qui va jusqu'à Verneuil-l'Étang, 54 km, 23 gares. La révolution industrielle étant ce qu'elle est, eh ben en fait, toutes ces gares sont largement photographiées, ce qui va nous permettre de nous aider dans le tri de ces images. Alors, les cinématographistes qui sont allés filmer ont filmé Paris-Bel-Air, Saint-Mandé, Vincennes et Joinville. Donc, quelque part, sans vouloir occulter toutes ces autres gares, je pensais que ça allait se jouer sur l'une de ces 4 gares-là, a priori. Alors, vous en comptez 20, en fait, voilà, la 21e, 22e et 23e gare jusqu'à l'arrivée de Verneuil-l'Étang. Ensuite, un autre indice sur les images, c'est un indice astronomique. On a un petit toit qui projette une ombre, on a donc une pente, et puis si on intègre un peu la perspective, etc., on sait que, compte tenu de la hauteur du Soleil et la latitude moyenne de Paris-Verneuil-l'Étang, c'était forcément l'été entre 10h et 14h. Alors, comme je sais qu'il y a Comme je sais qu'il y a un spécialiste dans la salle et que je suis toujours très prudent, moi j'ai pris 90 degrés d'amplitude, c'est-à-dire que je considérais que la voie aérienne, pardon, ça c'est mon ancien métier, je considérais que la voie ferrée pouvait aller du nord vers est-ouest, mais pas davantage. Donc vous voyez que 4 heures d'amplitude, ça fait 60 degrés, 15 degrés heure la rotation terrestre, je suis allé un petit peu au-delà en prenant donc 2 heures de plus. Mais en fait, j'étais quasiment certain que l'axe est-ouest ne matchait pas. Alors, une fois ces éléments-là recueillis, plus les photos, il faut travailler sur une carte, regarder en fait où se situent les gares et comment elles se situent, quelle est la position des gares par rapport à l'axe des voies, quelle est la courbure des rails, et trouver un ensemble d'éléments qui vont matcher. Et puis, tout ça, en fait, m'amène progressivement vers Joinville, parce que Joinville, c'est l'axe qui correspond, c'est le seul axe, en fait, qui correspond, avec une gare placée du bon côté, avec une bonne courbure, etc., et puis un axe des voies qui est conforme, en fait, à mon indice astronomique. Donc, du coup, j'élimine tout le reste, et il reste Méliès, Joinville. Alors, je sais que c'est Joinville. Est-ce que c'est Méliès ? Pourquoi pas ? Ensuite, sur cette voie, alors donc le petit appentis, en fait, vous le trouvez sur la photographie en bas à droite. Vous retrouvez en fait cette structure qui se prolonge par là, et la caméra était sans doute placée quelque part ici. Et donc cette caméra est allée enregistrer le film qui provenait donc de Paris-Bastille. Une vue aérienne, prise à vol d'oiseau. Ça m'a toujours étonné parce que je me suis dit, on est quand même au début de l'aviation, mais c'est vraiment des tout débuts de l'aviation. Vol d'oiseau, ça m'étonne un peu. Un ballon dirigeable à cet endroit-là, enfin un ballon captif, pourquoi pas. En fait, je pense que l'oiseau en question devait se situer quelque part sur le toit terrasse, ici. Ouais. Donc voilà, il faut toujours être prudent lorsqu'on nous montre des images. Les journalistes ou je sais pas, enfin bon, voilà. Bref,
On agrandit l'image et là, en fait, qu'est-ce qu'on a? On a des doubles poteaux avec une ombre qui se reflète, une ombre rectangulaire, et puis on a de nouveau des doubles poteaux ici et des simples poteaux là. Ce qui va m'intéresser, ce sont ces poteaux là et là. Et puis quand je compare en fait toutes ces images, le film de Baron qui est disponible à Madrid, et puis les images de Flipbook, on a en fait la même gare. Et avec les mêmes éléments architecturaux, c'est-à-dire les doubles poteaux qui supportent le gros panneau rectangulaire, le petit poteau avec un simple petit panneau ici, et puis vous retrouvez en fait ces images. Donc on est bien sur Joinville-le-Pont avec un train qui arrive de Paris. Et puis vous avez la trouée ici des arbres qui se retrouvent ici, où en fait, dans la partie supérieure, vous avez le toit des wagons qui sont garés derrière. Donc tout s'éclairait petit à petit, donc on était bien sur Joinville. Il fallait chercher d'autres choses, d'autres flipbooks de cette création pour savoir si d'autres images de potentiellement Méliès pouvaient exister dans cette collection du fameux Léon Beaulieu. Et donc, Pascal Fouché nous sort ses archives et donc il nous déniche 20 flipbooks de Beaulieu et 7 autres qu'on attribue à prix 7 ou qui sont attribuables à prix 7 parce que parfois il n'y a pas d'adresse et qui sont construits de la même manière. En fait, on a le même type de reliure, on a les mêmes formats sensiblement, le même papier, le même cartonnage, etc. Donc Beaulieu et prix 7 sont sans doute intimement liés. Beaulieu faisant sans doute appel à prix 7 en tant qu'imprimeur pour fabriquer ces flipbooks. Et puis ensuite, le fameux Beaulieu, il arrive à construire une espèce de petit feuilleteur qui va permettre de feuilleter ces flipbooks d'une manière atypique, c'est-à-dire non pas de l'avant vers l'arrière, mais de l'arrière vers l'avant. Quand on flippe un book avec le pouce, en général, ça se feuillette de l'avant vers l'arrière. Dans le cas de Beaulieu, en fait, c'est le contraire. Et chez Preset, on retrouve en fait ce même rangement d'images de l'arrière vers l'avant, ce qui donne un indice du lien entre les deux. Et puis le Beaulieu, il a déposé un brevet, donc qu'il a rédigé en février 98, estampillé en juin 98 de son petit dispositif. Et puis Beaulieu, il a pas mal bougé sur Paris, donc on trouve 5 adresses différentes. Alors dans le bouquin, les adresses que j'ai restituées, elles sont en noir, et puis petit à petit, on affine un petit peu parce qu'on continue à chercher des flipbooks à droite à gauche, on affine un peu les stats, et puis je glisse progressivement en fait les dates vers un début de production qui remonte sans doute plus à qui débute sans doute plus à mars 97 qu'octobre 96, qui était l'amplitude max de la possibilité de fabrication de ces flipbooks. Voilà, sachant que le 22 février 1901, c'est la mort de Beaulieu, et donc tout s'arrête, même si ces flipbooks continuent à se vendre sous le manteau. Et puis, bien sûr, il fallait trouver des indices un peu plus, je dirais, sérieux ou plus académiques, des sources historiographiques, et puis trouver des indices dans les images. Et puis analyser aussi des critères techniques sur ces petits appareils. Alors Beaulieu, il fait aussi de la récup. Il vient récupérer du Skladanowski, de l'Edison et du Robert William Paul pour fabriquer ses flipbooks. Donc on n'était pas sûr que tout appartienne à Méliès, ou moins s'en faut, puisque la preuve, il y en a au moins 3 qui ne font pas partie de Méliès. Parce que je ne suis pas un ayatollah de Méliès et je ne veux absolument pas que tout matche sur des films de Méliès. Ce n'était pas le but de la recherche. Les sources historiographiques, la première, la plus importante que je dois à Jacques Maltête, qui est venu sur la fin du projet venir finaliser un petit peu nos travaux de recherche, c'est la veuve de Méliès qui dit que Méliès a fabriqué le petit livre qu'on feuilletait très vite. Et puis ensuite, Sardou a sans doute repris cette information et a publié donc en 46 dans sa première édition la relation entre Méliès et les flipbooks, sans que l'on sache précisément, comme toujours avec Sadoul, d'où il tenait ses sources. Et puis Franju, quand il a fait cette espèce de docu-fiction en 52, il a matérialisé en fait un Méliès qui était en train de travailler sur son projet cinématographique en fabriquant d'abord des flipbooks. C'est vous dire un peu le lien de relation de cause à effet de tout ça. Alors bien sûr, c'est un flipbook Beaulieu, mais c'est pas un Méliès puisque ce sont des images de Robert William Paul. Dommage.
En revanche, chez Sadoul, dans son édition de 47, on a un photogramme, et puis vous voyez que Sadoul fait déjà référence à des films scabreux de Georges Méliès. Alors là, on est loin du répertoire de Lumière, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Ce photogramme, en fait, il match avec ce flipbook. Il a disparu du fond de la cinémathèque, hein, on en a discuté avec Laurent, donc cette photographie a disparu, mais en tout cas, on retrouve cette séquence dans un flipbook. Puis ensuite, il y a cette fameuse planche de 121 photogrammes dont on ne savait pas trop de quoi elle était faite. Et bien en fait, ces 121 photogrammes qui font partie du fonds Méliès ont servi à élaborer ce petit flipbook, qui contient donc ces 121 images. Et puis ensuite, on a bien sûr des décors. Alors on a 3 flipbooks qui utilisent le même décor, ce décor que l'on retrouve dans la reproduction d'un photogramme édité donc dans le bouquin que vous aviez sorti, Laurent, avec Jacques. Ce décor, on le retrouve à peu près 6, 7 fois, 8 fois, je ne sais plus exactement, un peu retravaillé avec d'autres affiches ou repeints, où en fait on retrouve les 2 portes, les poignées de porte, les fameuses poignées de porte. Jacques, c'est pourquoi j'en parle. Et puis, donc voilà, donc on a des décors qui matchent. Parmi les d'autres décors qui matchent entre flipbook et film de Méliès, on a ce petit muret que l'on retrouve en fait dans trois films de Méliès, dont voici deux images particulières. Ensuite, on a des accessoires. Alors, on a une série d'accessoires, donc un lit en ferraille qui est toujours tourné dans le sens pour faire apercevoir les grosses volutes. Ce lit, vous le retrouvez ici, puis vous le retrouvez là. Vous l'avez vu précédemment dans le film La Nuit magique. Et puis ensuite, on a aussi une couverture. Cette couverture-là que vous retrouvez ici et là. Alors bien sûr, il y a toujours des gens qui sont dubitatifs et qui ont dit « Ouais, mais ce sont des accessoires, machin, on peut les retrouver dans les films Pathé, Lumière, Gaumont, etc. » C'est pas suffisamment significatif pour dire que ce sont des choses qui appartiennent à Méliès. Je leur dis « Ok, mais allez chercher chez cette couverture-là, chez Lumière, Pathé, Gaumont, si vous la retrouvez, ok, pas de problème. » Et effectivement, je déclasserai peut-être ces trouvailles. Enfin, pour l'instant, on ne les retrouve pas. Et puis ensuite, vous avez les 3 T. Alors, les tabourets. Alors, ces 2 tabourets, vous les retrouvez dans une trentaine de films de Méliès. Vous les avez notamment ici et là. Après, vous avez cette petite table basse que vous retrouvez dans 6 ou 7 films, dont un que vous la retrouvez ici. Et puis ce tube que vous retrouvez là. Et puis, alors, c'est un peu ténu, je vous le confirme, mais vous le retrouvez, vous allez voir, vous allez le retrouver ailleurs. Méliès, en fait, fonctionne comme un metteur en scène de théâtre, c'est-à-dire qu'il a des décors qu'il recycle régulièrement, il a des accessoires, il a des costumes, et tout ça, en fait, tourne d'un film à l'autre. Et donc, c'est pas très étonnant de retrouver tous ces accessoires de manière aussi récurrente dans un ensemble de films, ce qui permet, en fait, de donner un peu de vigueur à notre recherche. Alors les lits, donc on a le fameux... alors on a un autre lit, un lit en bois que l'on retrouve en fait dans une photographie de plateau ici. Donc vous voyez un petit peu le détail des structures du lit. Ce lit qui apparaît en fait aussi dans l'école des gendres. Voilà. Et puis le fameux lit en ferraille que vous retrouvez pour la dernière fois ici à l'étage de ce film. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi ? On a bien sûr des identifications d'acteurs. Et puis, on a Méliès lui-même qui figure dans ce flipbook. Et puis Jeanne d'Alcy que l'on retrouve ici et là. Donc, on commence à avoir des éléments tangibles pour attribuer tous ces flipbooks à Méliès. Vous avez ensuite la fameuse Jeanne d'Alcy que l'on reconnaît de face sa physionomie dans 2 versions du bain de la Parisienne ou d'après le bal. Hein. Donc vous identifiez clairement donc Jeanne d'Alcy de face comme de dos. Voilà. Bon, je passe. D'autres acteurs identifiés, David Devant, mais qui est un acteur qui a été filmé par Méliès, d'où la classification à un moment donné de ce film à Méliès, qui en fait n'en est pas un. Et puis cette petite gamine qui est sans doute et très probablement Élise Devers, dont on a retrouvé une carte postale où elle figure très jeune. C'est la photo la plus jeune d'elle qu'on ait retrouvée, et justement en tutu, puisqu'il fallait aussi que son accoutrement matche avec
avec ce film-là. Si on ne trouvait Élise Devers jamais accoutrée de cette manière-là, on aurait du mal à prétendre qu'un jour elle ait pu porter un tutu pour faire une espèce de danse, qui est une danse assez... qui est donnée comme une gigue anglaise, mais qui est quelque chose d'assez très... Enfin, bon, vous verrez tout à l'heure. Il y a quelques vagues pas qui matérialisent un petit peu la gigue anglaise. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a aussi des costumes, une jupe. Alors une jupe qui est portée ici par cette dame avec le liseré en bas, et puis cette jupe, vous la retrouvez en fait portée ici et portée dans un autre flipbook dans les fameux décors qu'on a identifiés comme étant des décors de Méliès avec Jeanne d'Alcy que vous retrouvez ici et là. Donc vous voyez la récurrence aussi des costumes qui interviennent dans les personnages de Méliès. Et puis sans compter le canotier. Alors, bon, là, c'est un peu... Des canotiers, il y en a dans tous les films de tout le monde, mais c'est vrai qu'il apparaît de manière assez récurrente dans le premier film, La partie de cartes de Méliès, et puis dans les flipbooks, vous l'avez ici, là, etc., sur des personnages qui ne sont sans doute pas Méliès, mais des acteurs de Méliès. Et puis, dans L'arrivée du train, vous verrez un personnage qui arrive sur le quai et qui va saluer le chef de gare en soulevant son fameux canotier et qui va sortir du cadre. Et là, on a vraiment sur ce flipbook-là un jeu d'acteurs, c'est-à-dire avec une entrée dans le champ et une sortie du champ d'un personnage qui n'est sans doute pas quelqu'un qui attend son train. Et puis ensuite, on a des correspondances avec des films et avec des images de films. Donc un photogramme issu de la collection de Serge Brunberg qui est pas encore mis en pâture. C'est un fragment, mais qui matche complètement avec le flipbook. Et donc, vous voyez deux films qui montrent une séquence strictement équivalente, mais avec deux décors un peu retravaillés. Un pantalon à carreaux qui est toujours le même, mais avec une mise en scène un peu différente. Donc avec toujours des flipbooks qui semblent être des premières versions de films qui ont été retournés ultérieurement par Méliès. Jacques Maltais pourrait nous en dire deux mots. C'est lui qui a trouvé cette espèce d'analogie avec les trois photogrammes résiduels d'un programme et puis cette séquence qui met en scène en fait exactement les mêmes personnages. Si vous voulez, Jacques, rajouter un petit mot, peut-être. Ça colle, les images collent tout à fait avec le petit texte qui décrit ce film dans le catalogue Méliès. Ouais. Donc, je ne me souviens plus très bien de l'histoire. C'est un militaire qui est assis sur un banc. Ouais, et donc commence à s'intéresser à la nounou. C'est ça, hein. Ouais, c'est ça qui lui donne en fait le nourrisson, bébé, oui, le nourrisson qui s'oublie, oui, qui voilà, s'oublie. Oui. Le militaire se lève et le brave gars qui lisait son journal qui bascule voilà. du banc. Voilà. Donc en fait, on a à la fois le résumé qui colle avec ces images du flipbook et puis cette séquence-là qui est en fait une espèce de réinterprétation d'une image sans doute plus ancienne, établie par le flipbook. Ah, mais je crois reconnaître en plus le mur qu'on voit dans le premier film qu'on a vu là. Oui, c'est effectivement dans Défense d'afficher, on a exactement le même mur avec. Ensuite, on a La Nuit terrible que vous venez de voir. En fait, vous en avez une version du flipbook que vous verrez tout à l'heure. Et puis après, vous avez Un coucher de la mariée avec une version flipbook, une version photographie de plateau puisque le film a disparu. Et puis ensuite, on a des farces de marmiton donc inscrits au numéro 241. Et là, vous voyez ce qui est assez significatif, c'est que vous retrouvez et le baquet. Et puis vous avez ici ce personnage avec la jambe droite en l'air, la jambe gauche repliée, et vous avez exactement la même posture de ce personnage. Et si c'est Méliès ici, peut-être est-ce Méliès ici qui fait sa cascade avec la même configuration. Ce que me disait Serge Brunberg, c'est qu'on trouve les mêmes attitudes chez Chaplin et tous les comiques qui se cassent la figure. Ils ont leur répertoire avec leur séquence culte où en fait ils chutent tous de la même manière parce qu'ils se sont habitués à tomber comme un cascadeur. Et donc vous voyez, on a vraiment la similitude, outre en plus les costumes des marmitons qui sont strictement les mêmes dans cette photographie de plateau ou dans ce flipbook. Et puis, sans oublier, bien sûr, le bal, j'y reviens. Je passe rapidement sur l'océan de Madame.
Ça fait beaucoup de remakes. Et puis, il fallait bien sûr que ça corresponde à des titres de catalogue, tous ces flipbooks. Alors bien sûr, ça match assez bien, puisqu'on a Le Nuit Terrible, 26, L'arrivée du train en gare de Joinville, 10 chapeaux en 60 secondes, etc. Donc je vous passe assez rapidement pour ne pas trop m'éterniser. Une danse serpentine au 44, Gigue anglaise. Ce film David Devante qu'on avait attribué au numéro 101, mais il y avait un petit hiatus parce que comme je le disais à Jacques, ce décor uni assez primitif n'existe plus dans la filmographie de Méliès à partir du numéro 70-72. Donc ça m'étonnait de pouvoir l'attribuer. Et en fait, on l'a effectivement déclassé pour le mettre chez Robert William Paul en septembre 2022, c'est-à-dire assez récemment, puisqu'on cherche toujours des petites choses. Et puis donc voilà, vous avez le modèle irascible avec éventuellement ces deux versions, et puis ensuite des choses, des matchs de boxe de l'école de Joinville qui sont estampillés au numéro 138 et 148, donc assez tardivement, dont nous avons probablement des versions primitives sous forme de flipbook. Et puis le coucher de la mariée avec ces deux versions. Et Marmiton. Ensuite, la vitesse de défilement. La vitesse de défilement, ce qui nécessitait de numériser toutes ces images, vous me dites, hein, Laurent, si c'est bon. Donc j'avais besoin de travailler sur les flipbooks pour analyser les vitesses de défilement et essayer de déduire si ces vitesses de défilement allaient me permettre d'avoir une classification chronologique des films. En fait, on a des flipbooks ici qui sont restitués à 12 images par seconde, probablement par une caméra qui les a enregistrés aussi à 12 images par seconde. Il faut savoir que Méliès, en 1907, dit clairement qu'il a utilisé 3 vitesses de tournage chronologiquement, 12, 16 et 18. Donc en 1907, on sait qu'on tourne à 18 images par seconde, mais il a démarré à 12 avec des caméras qui étaient des usines à gaz et qui ne permettaient pas sans doute de filmer plus vite. Puis ensuite, il est monté à 16 parce qu'il a bidouillé sa caméra ou il est allé en acheter une. Enfin, on ne sait pas trop. Hein. C'est assez confus cette histoire de caméra chez Méliès. Mais donc au début, et donc les flipbooks les plus primitifs, ceux qui sont tournés sous un fond uni à la manière de Marais, Muybridge et de tous ceux qui font de la chronophotographie, eh bien en fait ce sont des flipbooks qui tournent à 12 images par seconde. Et le train qui vous sera restitué à 6 images par seconde pour une caméra qui l'a probablement enregistrée à 12, parce qu'ici on n'exploite qu'une image sur 2. Et là, sans doute, chaque image de la bande pelliculaire. Et puis, dans cette génération de flipbooks qui utilisent des décors un petit peu plus évolués, parce qu'on a des décors peints, on a des flipbooks qui tournent à 8 images par seconde pour une caméra qui a sans doute tourné, elle, à 16 images par seconde. Donc, ce qui correspond à une génération de films sans doute plus récents que tous les premiers qui sont filmés sous des décors unis, non travaillés, qui correspondent au tout début de Méliès dans ses travaux cinématographiques. Ensuite, les formats, on constate dans les formats des flipbooks qu'il y a une homogénéité dans tous ceux qui sont attribués à Méliès sous forme de... Puisque l'imprimeur va travailler sur des bandes rectangulaires pour passer dans les presses, etc. Donc on a en fait des lignes de 10 ou de 11 images successives. Et donc, quand il y a 10 images ou 11, ça correspond à du Méliès. Et puis, quand on a des formats un peu différents, à l'instar de celui-ci qui est en ligne de 11, on a en fait des flipbooks qui sont attribués à Gaumont, Skladanowsky, Edison, enfin, donc à d'autres appareils que Méliès. Donc chez Preset, on retrouve sans doute de Méliès, celui-ci qu'on attribue principalement à Méliès, mais peut-être aussi à Gaumont. On a une ambiguïté puisqu'on retrouve ces images chez le Catalan Miralles, et du coup, ça sème un peu le doute, puisque Miralles a utilisé principalement des images Gaumont. Mais il a pu aussi utiliser des images Méliès. Donc là, il y a un petit doute entre Méliès et Gaumont, mais plus précisément, sans doute, Méliès. Et puis Preset, lui aussi, a fait de la copie. Et donc, qui a copié qui ? On n'en sait trop rien. C'est probablement Preset qui a davantage copié les images de Beaulieu,
mais vous voyez que Preset a réutilisé en fait des images de Méliès, donc Hélice de verre et la fameuse arrivée de train. Pourquoi je pense que c'est plutôt Preset qui a copié? Parce que dans celui-ci, on n'a que 110 images, c'est-à-dire une version un petit peu édulcorée, correspondant à de la récup d'une mauvaise matrice. Voilà. Et Preset qui a fait de la publicité pour ses cinématographes de poche entre 1999 et 1902. Et puis, on retrouve, malgré tout, chez des fameuses images de Beaulieu Preset qui ont été réinterprétées par un Italien sous forme de flipbook redessiné, sans doute après les années 1900, où l'on retrouve des combats au bâton, donc des images de Méliès fabriquées par Beaulieu. Ici, on a un combat de Gaumont fabriqué par Preset, et ici, des images Beaulieu Preset de la fameuse arrivée de train. Et puis ensuite, en 1902, on a un cinématographe joué qui voit le jour et qui réinterprète aussi, qui vient sans doute récupérer des images de Beaulieu, où on a Farce de Marmiton, où on a des boxeurs, des escrimeurs, Hélice de verre, et puis ensuite la fameuse Nuit magique. Alors vous voyez l'image du photogramme utilisé par Beaulieu, et puis la réinterprétation sous forme de dessin dans le cinématographe joué qui voit le jour, donc, comme je vous l'ai dit, en 1902. Donc vous voyez un peu cette persistance de toutes ces images retravaillées qui complexifient le truc. Au bilan, on a 19 flipbooks Méliès, 7 qui sont clairement identifiés Méliès, 12 qui sont des probables Méliès avec des niveaux de confiance plus ou moins élevés, mais qui ne sont attribués qu'à Méliès pour le moment. Et ensuite, en colonne, vous avez des choses qui cadrent avec le catalogue Méliès, des premières versions qu'on peut inscrire au catalogue Méliès, et des films hors catalogue, dont Le Voyeur, l'amant surpris, vous verrez qu'ils sont un petit peu truculents, qui sont des répertoires scabreux et inconnus de Méliès. Voilà, bah écoutez, il y a eu une première projection à San Francisco en 2019, et puis vous allez voir maintenant les petits flipbooks réanimés, donc numérisés, c'est une histoire internationale, hein, numérisés par Onno Petersen, qui est donc des Pays-Bas, et puis ensuite réanimés par Robert Byrne de San Francisco. Voilà, merci.